Et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on va démarrer parce qu'on attendait un peu plus de monde, mais ma foi, étant donné l'heure, on va pas vous faire attendre trop longtemps. Donc avant de laisser la parole à Lionel Staub pour nous parler de l'arbre en ville et notamment de la charte de l'arbre, juste un petit retour sur le cadre de ce webinaire. Donc nous sommes dans notre cinquième webinaire des mardis de la biodiversité. Donc, qui s'inscrit dans une stratégie plus large, qui est la stratégie biodiversité métropolitaine, qui a été validée en mars 2023 et qui associe à la fois les 53 communes membres de Saint-Étienne Métropole et tous les acteurs aussi qui seraient impliqués, engagés dans une démarche en faveur de la biodiversité. L'idée étant de fixer un cadre commun, une trajectoire commune pour faire des actions utiles et cohérentes à l'échelle du territoire au niveau de la biodiversité. Donc, on vous rappelle simplement les 7 grands axes de cette stratégie biodiversité. Donc, il y a protéger et restaurer les trames écologiques. C'est la continuité du travail qui avait été engagé dans les contrats verts et bleus, notamment. On a également donc aménager un territoire résilient, renforcer la nature, y compris dans les zones urbanisées, valoriser la biodiversité. C'est un travail d'information de tous les acteurs dans l'idée de les mobiliser et tout un volet amélioration des connaissances, recherche, innovation. Donc, il y a 3 niveaux d'accompagnement dans notre stratégie biodiversité. Donc, ces webinaires des mardis de la biodiversité font partie du premier niveau qui est plutôt informatif, mobilisateur. Et ensuite, on a pour ambition de mettre en place des ateliers plus pratiques, des expérimentations, des petits ateliers sur le terrain auxquels vous serez conviés sur des exemples, sur des thématiques concrètes. Et ensuite, un accompagnement un peu plus individuel pour les signataires de notre charte d'engagement biodiversité. Donc, tous ces outils-là, tout ce qui va être diffusé aujourd'hui, vous pourrez le retrouver sur notre site internet qui s'appelle Engagé pour la nature, engagé et sur lequel on compile tous les documents qui sont produits, que ce soit en interne à Saint-Étienne Métropole, mais aussi par nos différents partenaires. Donc voilà, je vous laisse la parole. C'est tout ce que j'avais à dire en termes d'introduction et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai pas de retour, donc je Oui, oui. suppose que oui. Donc, je vais vous parler voilà, de la problématique en fait des arbres en ville, avec déjà une première question en fait. Pourquoi des arbres en ville? On va un peu enfoncer quelques petites portes ouvertes, mais je pense que ça fait partie des bons rappels qui sont nécessaires. Alors déjà, il y a un premier élément qui est que il suffit en fait d'imaginer en fait une ville sans arbres, sans verdure, et en fait là déjà tout de suite on s'aperçoit que ce serait inhabitable. Alors donc nous avons un indice donc qui est issu d'une étude faite par une personne qui s'appelle Cécile. Donc c'est un monsieur et je vous laisse lire son nom parce que moi là j'y arrive pas. Et donc qui a donné l'indice des 3,30-300 donc qui est en fait j'allais dire un indicateur en fait pour un bien-être en ville. Donc ça correspond à quoi? 3 pour 3 arbres vus depuis ma fenêtre. 30 pour 30% de couvert végétal dans mon environnement et 300 pour en fait un espace de verdure accessible à moins de 300 mètres de là où j'habite. Donc il y a déjà plusieurs villes, hein, Nice et d'autres, qui se fixent déjà ça comme objectif en fait. Donc ça peut donner en fait des indicateurs pour, j'allais dire, avoir déjà un premier objectif de politique végétale urbaine. Alors, un petit rappel, les arbres en ville, donc c'est toute l'épuration de l'air, c'est la climatisation, hein, donc notamment contre tout ce qui est les îlots de chaleur urbains, régulateur des eaux de pluie,
Donc, bah, en fait, on voit bien aussi quand il y a des pluies très très importantes, si l'écoulement se fait directement sans rentrer dans le sol, et ben, ça fait un petit peu plus de problèmes en aval, hein. On l'a vécu de façon très importante l'année passée. On a aussi donc bah, ces fixateurs de biodiversité. Et c'est pas que des corbeaux qui viennent mettre des petites chiures sur les voitures stationnées. Ça reste aussi beaucoup plus important que ça pour, bah, en fait, pour avoir en fait une activité vivante en ville. Atténuateur de nuisances sonores aussi, les arbres contribuent à ça. Et donc, bah, ce qu'on a évoqué aussi, le rôle d'apaisement et de cadre de vie, bon, qui reste essentiel. Un petit mot sur les îlots de chaleur urbains. Donc là, c'est des études faites par l'ADEME. En fait, on s'aperçoit que, je veux dire, quand on nous annonce une température, j'allais dire, pour, on va dire, autour de Saint-Étienne, mettons d'une trentaine de degrés en été, et bien en fait, en ville, au centre-ville, s'il n'y a pas de végétation, en fait, il faut prendre ce chiffre et rajouter facilement 2, voire 3 degrés supplémentaires. Donc les arbres jouent un rôle essentiel, notamment bah, par tout ce qui est déjà ce qu'on appelle l'ombrage passif, le côté parasol, mais surtout aussi le côté évapotranspiration, c'est-à-dire qu'en fait, bah, à partir du moment où les arbres continuent à avoir une activité biologique, ils évaporent de l'eau, et en évaporant de l'eau, vous l'avez tous vécu je veux dire, quand vous sortez de la piscine et que vous ne vous séchez pas tout de suite, même s'il fait 30 degrés dehors, vous avez un petit peu froid, c'est l'eau qui s'évapore, et en s'évaporant, elle remet un petit peu de froid. Voilà, c'est le fonctionnement d'un climatiseur naturel. Et donc, c'est ce que font les arbres, et donc bah, qui font que l'ombre, on a une ombre donc qui est rafraîchissante. Voilà. Bon, les arbres, bah, c'est aussi un caractère historique et patrimonial, bon, sur lequel bah, qui n'est pas voilà, qui convient aussi de rappeler et de ne pas négliger. Les arbres, c'est aussi, j'allais dire, bah, même on a de plus en plus de collectifs de gens qui, voilà, c'est devenu un sujet de société, on va dire, très, très fort, éventuellement même très clivant. Donc, en fait, il convient de plus en plus bah, de bien faire attention en fait, à son patrimoine arboré parce que bah, derrière, il y a éventuellement même des incompréhensions quand il s'agit bah, de couper des arbres. Voilà, on a de plus en plus en fait des phénomènes d'enchaînement et autres qui peuvent se justifier dans certains cas. Bon, voilà, vous avez tous en tête l'exemple de l'A39 par exemple, l'A69 pardon. Voilà. Alors, pourquoi des arbres en ville? Et donc, bah, comment ça fonctionne? Voilà, donc on a cet élément simple déjà qui est la photosynthèse. Tout le monde a entendu parler de la photosynthèse. La photosynthèse, tout le monde sait que en fait ça revient en fait c'est ce qui fait que l'arbre donne de l'oxygène, mais il faut aussi comprendre que la photosynthèse, ça veut dire fabriquer avec la lumière, synthèse fabriquer, photo avec la lumière. Et donc, bah, qu'est-ce que fabrique l'arbre avec la lumière? Il fabrique, donc il prend du CO2 atmosphérique, il prend, c'est valable pour tous les végétaux, hein, d'ailleurs, tous ceux qui font de la photosynthèse. Donc du CO2 atmosphérique, il prend de l'eau, a priori dans le sol, il mélange tout ça avec la lumière, avec ça il fabrique des glucoses, et avec ce glucose, c'est le petit élément Lego qui va permettre de fabriquer tout l'arbre. Et puis, il y a donc un déchet qui est effectivement l'oxygène. Voilà. Donc, voilà, la photosynthèse n'est pas, j'allais dire, comme on peut peut-être trop l'entendre, un service rendu gratuitement et, j'allais dire, de façon très généreuse par l'arbre. C'est pas ça du tout. La photosynthèse, je veux dire, s'il fabrique de l'oxygène, c'est parce qu'il fabrique de l'arbre. S'il fabriquait pas de l'arbre, bah, il fabriquait pas d'oxygène. Voilà. Donc,
Donc, compte tenu de ça, en fait, il faut voir qu'en fait, donc, si on a un arbre qui fait 1 tonne sèche, en fait, ça veut dire qu'il a stocké à lui tout seul 1,84 tonnes de CO2 pour faire son bois. Et donc, il a libéré, par la même occasion, 1,34 tonnes de dioxygène. C'est pas mal. Voilà, donc plus un arbre est gros, plus un arbre est vieux, plus il a des feuilles, et plus il a des feuilles, plus il fait de la photosynthèse, et donc, et plus il est vieux, plus il a stocké du carbone, et donc en fait, il a une capacité de stockage qui est encore, on va dire, pour faire simple, proportionnelle à peu près à sa masse foliaire. Inversement, quand je plante un petit arbre tout jeune, tout petit, il n'a pas stocké grand-chose puisqu'il n'est pas gros. Et puis, au cours des prochaines années, il va grossir gentiment, mais avant d'arriver à stocker tout ce que l'arbre de gauche a déjà stocké, il va falloir du temps. Donc, c'est important aussi, j'allais dire, de bien prendre en considération la préservation des vieux arbres ou des arbres adultes, j'allais dire, et ne pas se contenter, j'allais dire, de n'avoir qu'un nombre d'arbres. Donc, protéger les arbres, ça peut se faire aussi via les règlements. Donc, je veux dire, on a des outils, hein, notamment au code de l'urbanisme, hein, les espaces boisés classés, les espaces verts protégés. Dans le code de l'environnement, l'article L350-3, donc, qui protège les allées d'arbres le long des voiries ouvertes au public. Mais bon, les codes ne protègent pas toujours les arbres, puisqu'il y a, j'allais dire aussi, d'autres codes qui, là par contre, on va dire, sont un petit peu plus, on va dire, moins favorables aux arbres. Bon, ce serait le code civil, hein, avec les problématiques de branches qui dépassent, le code de la voirie, même chose, tout ce qui est les normes de construction, de réseau, donc je vous passe les problématiques de lignes électriques et de réseaux enterrés, et plus toutes les prescriptions qui peuvent être liées notamment aux problématiques de retrait-gonflement des argiles, surtout sur les terrains qui sont concernés, où en fait on va expliquer que les arbres sont néfastes pour les constructions, et donc on va chercher les éloigner. On peut rajouter aussi, dans ce qui n'est pas favorable à la présence d'arbres, c'est la densification de l'habitat. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez de plus en plus de maisons au mètre carré, ça laisse de moins en moins de place pour le développement d'arbres, parce qu'en fait, on va multiplier de beaucoup les contraintes en fait, liées au voisinage et aux conflits divers et variés. Voilà, donc, et avoir des arbres en ville, donc on a compris, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est très compliqué parce que en fait, il se trouve, et c'est dommage, que la ville n'est pas tout à fait l'habitat normal et habituel de l'arbre, et que nécessairement, il en souffre. Donc il en souffre par tout ce qu'on fait en fait en ville, hein, c'est-à-dire que entre les pollutions, c'est pas parce qu'ils peuvent supporter un petit peu de pollution puis qu'éventuellement ils peuvent absorber des polluants que ça leur fait du bien. On l'a dit, le climat est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il est plus chaud, plus sec. Il y a moins de réserves en eau, surtout sur des terrains imperméabilisés. Donc, ça fait beaucoup de choses qui font qu'un arbre ne se sent pas forcément super bien en ville. Et quand en plus on y a rajouté un petit peu de sel en hiver, c'est pas non plus hyper favorable pour son développement. Et qui plus est, un arbre, ça vit normalement suffisamment longtemps pour voir en fait, entre le moment où on le plante et le moment où il a grandi, finalement une très grande évolution en fait de son environnement, et une évolution qui est beaucoup plus rapide en fait que ce qu'il devrait avoir l'habitude d'avoir dans un milieu plus naturel qu'est la forêt. Là, si vous prenez par exemple le cours Fouriel, quand les platanes ont été plantés, on avait très très peu de bagnoles. Là, je veux dire maintenant, je veux dire
les conditions de vie des arbres ont particulièrement changé. Ce qui fait que c'est compliqué même de remplacer des arbres. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, en ville, on estime, il n'y a pas de source scientifique, on va dire, très, très documentée, mais c'est un chiffre qui revient tout le temps, entre 30 et 40 ans l'espérance de vie moyenne d'un arbre en ville. Et pourquoi? C'est pas parce que je vais dire, nos services espaces verts sont plus mauvais qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est tout simplement parce que les conditions de croissance des arbres sont maintenant devenues très très compliquées. Et puis surtout que, je veux dire, quand un arbre de 80 ans est déjà en place, il a été planté dans un environnement qui était peut-être un petit peu moins compacté, où il y avait encore un petit peu de terre, un petit peu de choses, et donc il a pu développer des racines bien, bien conséquentes. Le milieu a changé. Quand on veut remplacer cet arbre, le nouvel arbre qu'on plante, il ne dispose pas en fait du même système racinaire et se retrouve en fait coincé dans un terrain qui est complètement lunaire, et donc en fait il faut finalement il aura beaucoup plus de mal à se développer, et c'est pour ça que c'est même des fois très difficile de remplacer un arbre par un autre. Prenez par exemple les deux photos du dessous, où vous voyez donc en fait des arbres qui ont poussé avant la mise en place des parkings. Les voitures les ont écharpés un petit peu tous, là vous le voyez. Et bon, j'allais dire, ils étaient quand même suffisamment gros et globalement, ils arrivent à survivre. Même si c'est pas très joli, même si ça leur crée des pourritures, ils arrivent quand même à survivre. Vous mettez le même petit arbre en plein milieu, eh ben, bon courage à lui. Lui, c'est probable qu'en fait, il n'y arrive jamais. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que dans l'écriture en fait de la charte de l'arbre, on a mis l'accent sur la préservation des arbres existants avant même de commencer à dire comment est-ce qu'il faut pour bien planter un arbre. Voilà. Un petit mot sur une notion de la valeur de l'arbre. C'est toujours bien compliqué. En fait, c'est difficile de dire que vaut un arbre. N'empêche que ça permet malgré tout de pouvoir parler avec un langage commun à tout le monde qui est l'euro. Donc en fait, là je vais vous parler du barème de l'arbre pour ceux qui connaissent. Dans le barème de l'arbre, en fait, on va rentrer un certain nombre d'informations pour qui vont permettre de donner en fait un peu une ordre de grandeur d'une valeur de l'arbre. Et je vous dirai après pourquoi. Donc en fait, on va rentrer l'essence. Donc voilà, si elle est plus ou moins rare, si elle est plus ou moins bonne pour la santé ou pas. Vous avez des essences allergènes, donc là, celles-ci seront peut-être cotées un peu moins positivement. Les dimensions. Plus un arbre est grand et gros, et plus il fait de photosynthèse, comme on a vu tout à l'heure, plus donc il joue un rôle important. Sa situation en termes de paysage, d'histoire, rôle écologique aussi, son état de santé. C'est sûr que s'il est malade euh, et puis qu'il fait plus beaucoup de feuilles, il joue plus beaucoup de rôles, et à ce moment-là, il pourra peut-être même poser des problèmes. Parce qu'il est quand même plus compliqué de conserver un arbre mort en pleine ville, euh, sauf éventuellement dans un parc. Et puis, savoir est-ce qu'il est reconnu. Et donc, tout ça, tous ces éléments, en fait, peuvent rentrer dans une notion de valeur. Et donc, on va obtenir, en fait, une valeur en euros. Donc là, je vous ai mis les références du site, le barème de l'arbre, et donc que vous pourrez consulter. Et avec ça, on peut donner, en fait, une valeur à un arbre. Ça ne veut pas dire que c'est son prix d'achat. Personne ne va acheter un platane Courforiel. Mais par contre, ça va permettre, en tout cas, de relativiser déjà s'il y a des travaux à faire. Si je vous dis que vous avez un arbre dont la valeur ainsi estimée est de l'ordre de 50 000 euros,
Si je vous dis qu'en parallèle, il peut y avoir des travaux d'aménagement pour le préserver qui coûtent 5 000 euros, bah vous dites 5 000 pour préserver 50 000, c'est peut-être pas mal. Donc ça peut donner des indications en fait j'allais dire de gestion et puis bah, pouvoir orienter aussi certaines décisions. Alors, connaître pour gérer. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à savoir à gérer un arbre, bah, il faut déjà le connaître. Et pour le connaître, en fait, il y a plusieurs niveaux d'appréciation. Déjà, savoir son état physiologique. Et dans l'état physiologique, on va surtout être sur une question de santé de l'arbre, de son développement et de sa santé. Donc en termes de développement, c'est savoir où est-ce que je me situe entre un arbre jeune, adulte, mature, sénescent, mort, où est-ce qu'on se situe? Grosso modo, quelle est son espérance encore potentielle d'avenir? Et quel est son état de santé? En sachant que j'ai un arbre qui peut être sain, j'ai un arbre qui peut avoir en fait eu un problème passager qu'on va appeler stressé. Par exemple, ça va être une sécheresse, ça va être une canicule, ça va être des chenilles qui vont le défolier une année. Et à partir de là, bah, qu'est-ce qu'il fait? Soit il revient à la normale, il passe par une phase de résilience et puis il redevient sain dans l'espace de 2, 3, 5, 10 ans plus tard, ou soit au contraire, les stress se répètent, canicule prolongée, ou alors un stress beaucoup trop fort qui fait qu'il n'arrive pas du tout à revenir à un état normal. Il dépérit, jusqu'à arriver en fait à une mortalité. Et ce, quel que soit, j'allais dire, son stade de développement qui est écrit au-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce système-là sur un arbre jeune, et vous avez déjà tous vu des arbres qui viennent d'être plantés, puis qui, un an ou deux après, bah, finalement sont morts, tout simplement parce qu'en fait, bah, le stress était trop important, ils n'ont pas eu assez d'eau, ou ils ont eu trop de quelque chose, et puis bah, finalement, ils sont morts jeunes. C'est exactement comme nous, en fait, hein. Et puis inversement, vous pouvez très bien avoir des arbres complètement, on va dire, sénescents, c'est-à-dire qui sont en fin de cycle biologique normal, mais qui sont en parfaite santé comme chez nous, certains centenaires qu'on envie et qu'on voit à la télé. Voilà, donc la question, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe, je vais dire à la fois dans la chronologie de la vie de l'arbre et dans son état de santé, on va dire, au quotidien. L'état mécanique, par contre, on va se poser une autre question, c'est est-ce que l'arbre est solide? Et on va quand même différencier les deux, c'est-à-dire qu'en fait, je peux très bien avoir un arbre en très bonne santé, mais qui n'est pas forcément très très solide, parce il lui arrivait des accidents divers et variés. Et inversement, je peux très bien avoir un arbre qui tient très bien debout tout seul, mais qui en fait est pas loin d'être mort, ou même complètement mort, sans que ce soit pour autant tout de suite un facteur de fragilité. Et puis, un arbre, c'est un être vivant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a eu une fragilité à un moment donné qu'il ne va pas se réparer tout seul. Et c'est justement la différence entre une structure vivante et puis une structure inerte, c'est que justement, comme les arbres poussent, comme ils grossissent, et bien en fait, ils arrivent en fait toujours, quand ils sont en bonne santé, donc vous voyez le lien entre la physiologie et la mécanique, quand ils sont en bonne santé, ils arrivent en fait à reconstruire du bois à un endroit où finalement ils vont compenser peut-être une faiblesse s'il y a un pivert qui est passé puis qui a fait un trou. À partir de là, on va se poser donc des questions notamment sur l'état de risque. On va se poser la question, est-ce que l'arbre est dangereux ou non? Et puis, on va se poser aussi la question de savoir, est-ce qu'on peut maintenir bah, cet arbre, donc en fonction bah, justement de tous ses états, de sa valeur, etc. Voilà, donc là, on arrive à partir des états, on va dire, qui sont propres à l'arbre, à des états qui vont nous guider en fait sur la gestion des arbres qu'on a. Et donc, alors par contre, là, je fais là tout de suite, il faut bien distinguer la notion d'arbre creux, la notion d'arbre malade et d'arbre dangereux. Donc en fait, ce sont trois notions qui ne sont pas du tout identiques. Et très souvent, enfin vous voyez dans le journal,
on a été obligé d'abattre les arbres qui étaient creux parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient dangereux. Et en fait, on fait un amalgame de tout ça. Et en fait, vous avez, c'est pas tout aussi simple que ça. Alors, des fois, vous avez effectivement des arbres qui sont creux, malades et dangereux. Donc, ça peut effectivement arriver. Mais vous pouvez très bien avoir des arbres dangereux qui sont ni creux ni malades. Vous pouvez très bien avoir des arbres creux qui sont ni malades ni dangereux, etc., etc. Quelques petits exemples, les notions de renforcement. Ben là, vous voyez si vous voyez bien avec la souris, là par exemple, cet arbre-là qui ici est creux, quand vous regardez bien, ce creux, il date pas d'hier. Donc ça fait très très longtemps que cet arbre est creux, et vous voyez qu'en fait, il a créé en fait tout un renforcement. On dirait en architecture, c'est comme une fenêtre, c'est-à-dire que bah, du coup, il y a des montants, des renforts, ici une petite clé de voûte, et donc en fait, je veux dire, quelque part, tout va bien pour un arbre comme ça, il est complètement renforcé. Il s'est renforcé au pied ici, il s'est renforcé au pied ici, il s'est renforcé au pied ici, et je vais dire, quelque part, un arbre comme ça, même creux, ne présente pas de risque. Voilà. Cet arbre-ci aussi est intéressant. Vous pouvez observer justement qu'il a bah, pas mal de bois mort là, sur toute sa périphérie. Et la première idée, c'est cet arbre-là, bah, effectivement, il serait dépérissant. Mais si vous regardez plus attentivement, en fait, vous apercevez que l'arbre en fait, a recréé ici un houppier bien vert et qui a tout ce qui est jaune là, c'est pas des feuilles qui éclorosent, hein, c'est un châtaignier, hein, c'est ses fleurs. Donc en fait, toute cette partie-là va très très bien. Juste en fait, il a reculé. Alors pour quelle raison? Certainement parce qu'il a eu un problème au pied à un moment donné. Et donc en fait, il a recréé un houppier beaucoup plus bas et qui maintenant va lui permettre de revenir. Donc en fait, toutes ces branches mortes, bah, elles ne servent plus à rien. Bon, elles sont toujours là parce qu'elles ne sont pas tombées, mais c'est pas un signe de dépérissement, c'est un signe ça de résilience. Là, vous avez ici, là, sur un saule, un phénomène de résilience là, sur une branche là, qui a dû en fait s'effondrer un petit peu. Vous voyez plein de rejets qui repartent, et c'est ce type de rejets comme ça qui permettent en fait à l'arbre de recréer un deuxième houppier sous une partie qui n'a pas pu assumer et donc qu'il a abandonné. Voilà, donc il y a un petit peu différentes des lectures d'arbres qui sont importantes à bien avoir avant de condamner définitivement un sujet. Bon, ceux-ci sont assez rigolos aussi. Euh, Là, vous voyez, donc là, cet arbre-là, qui a plus beaucoup de troncs, c'est tout abîmé, c'est tout. Mais ça l'empêche pas, j'allais dire, de continuer à pousser. Et finalement, c'est vrai que là, ça tient un petit peu par un peu l'opération du Saint-Esprit, on dirait. Mais bon, bah, globalement, ça tient toujours. Et il arrive, comme toujours, à refaire des branches. Et globalement, il s'équilibre plutôt pas mal. Après, la question de savoir est-ce qu'il est dangereux ou pas, euh, s'il se casse la figure, là, vu l'environnement, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose. Donc, il n'est même pas dangereux, cet arbre. Celui-ci, euh, qui est là, qui est très gros, ceux qui le connaissent peut-être, c'est le tilleul de Saint-Priest-la-Prugne. C'est un arbre qui fait 7 mètres de circonférence, qui est creux déjà depuis au moins 200 ans, puisqu'en fait, il servait d'abribus début du XXe siècle. C'est un arbre qui est toujours bien vert. Donc voilà, ça fait 200 ans qu'il est creux et aux dernières nouvelles, il était toujours pas tombé. Donc je reviens sur cette notion d'arbre dangereux, savoir un petit peu comment on peut l'appréhender. En fait, le danger, c'est une probabilité de dommage. Et on va avoir, en fait, on vit continuellement je vais dire, sous les risques. Et en fait, la question, c'est de savoir est-ce que le risque, là en l'occurrence présenté par l'arbre, serait inacceptable
ici, ou au contraire serait normalement acceptable, c'est-à-dire en fait peu probable. Et vous pouvez, par exemple, le comparer avec différents autres risques que l'on prend en fait dans la vie quotidienne. Si je prends par exemple les accidents domestiques, on a quand même quelque chose comme 20 000 morts par an avec 500 000 hospitalisations. Mais Bricomarché, Brico-Dépôt, Brico Machin sont toujours ouverts. Et puis vous avez toujours en vente libre, je vais dire, de l'eau de Javel. Voilà. Mais donc on prend des risques dans la vie quotidienne. La grippe, on est autour de 9 000 morts par an. Les accidents de la route, on est autour de 3 500 morts par an. Et on était passé par des phases il y a encore une quinzaine d'années où on était au double. Les accidents du travail, c'est 700 morts par an avec 600 000 arrêts de travail. Les accidents de travail graves pour des arboristes, donc tous ceux qui viennent élaguer les arbres, les mettre ou les mettre en sécurité, eux, c'est une bonne cinquantaine par an, voire plus. Ça fait partie d'une des professions d'ailleurs qui est avec les marins-pêcheurs, les militaires, qui sont les plus accidentogènes en termes de nombre d'accidents graves par personne exerçant la profession. Et la mortalité liée aux arbres en dehors des professionnels, c'est-à-dire l'accident, celui que l'on craint à chaque fois qu'on se dit il y a un arbre qui est dangereux, on est entre une dizaine et une vingtaine de morts par an en moyenne. Voilà. Donc tout ça, c'est des chiffres, j'allais dire, France. Voilà, donc ça veut dire que, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'accident d'arbre, ce serait complètement con de le dire, mais ça veut dire qu'il faut relativiser un tout petit peu quand on voit un arbre creux, ça ne veut pas dire tout de suite qu'il va y avoir systématiquement 3 morts au pied de cet arbre dans les 15 jours qui suivent. Et le danger représenté par l'arbre, en fait, eh ben, il s'appréhende un petit peu de la manière suivante, à savoir que c'est la probabilité de rupture de l'arbre, donc en fonction de son état. Donc là, tout à l'heure, je reprends le fameux état mécanique de mon arbre. Est-ce qu'il est fragile? Donc, s'il est fragile, bah, c'est sûr que la probabilité va augmenter. Que va multiplier la dimension du machin qui risque de tomber sur quelqu'un, mais que multiplie surtout la probabilité qu'il y ait quelqu'un dessous au moment où il passe. C'est-à-dire que si j'ai personne sous mon arbre en permanence, il a beau être fragile et puis risquer de se casser la figure demain ou après-demain, s'il n'y a personne dessous, ce ne sera pas grave. Voilà. Donc l'évaluation d'un arbre dangereux, là vous voyez, donc vous avez un arbre mort, c'est en train de se dépioter de partout, c'est en train de tomber par petits morceaux, donc c'est mort, c'est fragile, mais est-ce que c'est dangereux? A priori, pas trop. Voilà. Donc connaître pour gérer. Voilà. Donc ce qui convient bien de prendre en considération dans un arbre, c'est les différentes parties, à savoir son houppier, donc c'est toute sa masse foliaire qui sert à la photosynthèse, à sa croissance, à sa vigueur. Le tronc et les charpentières, bah, c'est ce qui assure les circulations de sève, ça c'est la partie physiologique, et puis ce qui assure aussi sa solidité. Et les racines, qui assurent pour l'arbre l'alimentation en eau, en sels minéraux, et mécaniquement, ça assure aussi sa stabilité. S'il n'y a pas de racines au pied d'un arbre, c'est un petit peu compliqué de le faire tenir debout. Et une partie qui est parfois négligée, c'est l'environnement proche et immédiat de l'arbre, à savoir que quand on modifie l'environnement d'un arbre, par exemple, si vous détruisez un immeuble juste à côté de grands arbres qui ont toujours poussé en fait à l'abri du vent grâce à cet immeuble, si du jour au lendemain vous détruisez l'immeuble, eh ben, vous vous retrouvez en fait face à des arbres qui n'ont jamais connu le vent du côté d'où venait l'immeuble. Et dès le lendemain, s'il y a un gros vent qui vient de ce côté-là,
ça peut effectivement mettre l'arbre en défaut et il risque de se casser la figure parce qu'il a plus son protecteur. Voilà. Donc là, quand on dit la prescription doit-elle n'être portée que par l'arbre que l'on souhaite préserver, ça veut peut-être dire aussi des fois que quand on veut, quand on observe qu'il peut y avoir un problème, il faut aussi peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'on peut aussi éloigner ou pas les cibles de l'arbre. Le système racinaire de l'arbre, donc je fais un petit zoom là-dessus parce que c'est hyper important, notamment en ville, pour vous donner un petit peu cette notion euh, de ce que sont les racines d'un arbre. On a très souvent une très mauvaise représentation des racines. Il y a en fait déjà ce système central, c'est peut-être celui qui est un peu le plus connu, qui est profond, voilà, et c'est celui-là qu'on représente beaucoup plus classiquement. Mais il y a aussi tout le système que l'on appelle en fait d'exploration et qui en fait grandit en fait sous la surface du sol. C'est lui, par exemple, qui est en lien avec ces fameux champignons mycorhiziens, l'Internet de la forêt. Si vous avez, voilà, si vous avez suivi un petit peu tout là au cours des dernières années, là, quand on a parlé beaucoup d'intelligence des arbres, on a parlé de l'Internet de la forêt et des choses comme ça. Donc, c'est tout ce système racinaire, mais qui est essentiellement de la racine de surface. Et c'est celle-ci voilà, qui en fait, c'est un système qui est traçant. Tous les arbres ont un système traçant. Euh, et- alors, ils peuvent être aussi pivotants, mais je veux dire, même quand on parle d'un chêne qui a un système pivotant, c'est pas une grosse carotte qui est juste sous mon chêne, c'est en fait un système de pivot qui redescend petit à petit en fait de chacune de ses racines. Et plus l'arbre grandit, plus le pivot a d'importance en étant le plus loin possible, parce que c'est là qu'il met des crampons et ça permet de beaucoup mieux tenir l'arbre. Voilà. Et alors que s'il était complètement dessous, en fait, il faudrait un pivot complètement immense qui serait beaucoup plus grand que l'arbre. Donc ça fonctionnerait difficilement. Voilà, donc les arbres se construisent comme ça, et c'est ce système-là qui est malheureusement très souvent impacté, notamment en cas de travaux et de choses comme ça. Là, ici, vous l'avez, en fait, là, on le voit bien, là, sur cette partie en forêt où on le devine juste sous le sol. Là, le sol est très rocheux, c'est pour ça que les racines sont plutôt très apparentes. Voilà, donc vous me voyez venir avec mes gros sabots. Euh, voilà, donc là, vous avez le système traçant là, qui passait par là, mais qui du coup, va se retrouver un petit peu en difficulté pour cet arbre qui est ici. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas très loin sous le sol, enfin sous le niveau du sol. Là, vous avez la dalle, là, ici, enfin le bitume, là, ça doit faire une quinzaine de centimètres. Et puis, vous voyez que c'est juste dessous. Et dès que vous dépassez, on va dire, les 30-40 centimètres, il n'y a quasiment plus rien. Donc, c'est essentiellement ici que ça se joue. Voilà. Et puis, sur les autres pratiques, mais ça, on y reviendra juste un petit peu après, c'est sûr que plus vous coupez vos arbres, entre guillemets, pour rien, moins vous faites de photosynthèse, et donc, finalement, moins ils jouent de rôle important. Voilà, donc respecter les racines et respecter aussi un petit peu les arbres, c'est éviter notamment tout ce qui est les problématiques où après on va se dire tiens, c'est bizarre, l'arbre il est tombé, il s'est cassé et tout, mais si on n'a pas fait comme il faut, c'est des fois, vous voyez là par exemple celui-ci, il n'a pas de racines. Donc il faut, j'allais dire, un petit peu faire attention. Bon, je vous mets encore un petit peu du bêtisier. Des arbres qu'on cherche à préserver lors de construction parce qu'on n'a pas fait attention, parce que sur le plan, c'est un point AutoCAD, mais qu'en réalité, c'est un cèdre qui a une surface racinaire importante, que sur le plan, c'est un point AutoCAD, mais qu'ici, en fait, donc un point, ça va bien sur une ligne, mais qu'en vrai, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Euh,
Voilà, donc vous avez des tas d'exemples, vous en observez de partout, de partout, de partout. On fait jamais suffisamment attention en fait au volume occupé par l'arbre et à chaque fois on essaie de rogner un petit peu sur son espace pour essayer de voir si on peut pas construire un petit peu mieux et tout. Mais je veux dire, à chaque fois c'est toujours sur son espace et on lui en laisse jamais assez. Voilà, ici aussi, quand vous avez des travaux, à un moment donné, vous voyez que on a gratté, après on replante un tout petit peu d'herbe, on a refait la piste, mais quand vous passez 2 ou 3 ans après, bah, finalement vous voyez pas forcément ce qui s'est passé. Et ça, c'est compliqué bah, pour celui qui doit venir analyser l'arbre. Vous voyez aussi au passage d'ailleurs, parce que ça, c'est des photos avant-après. Et au passage, il y a même eu aussi le poteau là ici qui a été changé. Là, c'est sur le haut du cours Fouriel. Voilà, donc en fait, quand ce poteau a été changé, c'est pareil, on a ouvert une fosse ici, donc ça veut dire que cet arbre-là a eu les racines tranchées à un moment donné sur cette partie ici, et à un autre moment donné sur cette partie-là, et on ne voit pas forcément les conséquences tout de suite. Peut-être que ça pourrait poser des problèmes à l'avenir. Voilà. Et en fait, on a souvent après, derrière, dans les journaux, bah, des choses comme ça. Et bah, si vous cherchez l'intrus, euh, bon, bah, vous voyez qu'en fait, bah, voilà, l'intrus, c'est celui-ci, c'est celui qui s'est cassé vraiment tout seul, parce que là, il a bien un système racinaire qui était bien solide, puisque en fait, le système racinaire a tenu et c'est le tronc qui a pété. Alors que tout ceci, quand vous observez, en fait, on dit, oh, c'est bizarre, oh, le vent a soufflé très fort, et on est passé pas loin de la catastrophe. Ouais, mais quand vous avez ça, et puis que vous observez d'ailleurs ici que tout ça, ça a été refait il n'y a pas très très longtemps, bah, vous vous dites peut-être qu'il y a une connerie de faite à un moment donné quand on a fait les travaux. Voilà, donc l'intrus, c'était celui-là. L'élagage, la taille, avec la fameuse, euh, la fameuse phrase comme quoi tailler un arbre, ça lui redonne de la vigueur. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Une taille, ça ne dynamise pas un arbre. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Une taille, quand c'est mal fait, ça tue un arbre et puis c'est tout. Euh, alors, comment ça s'explique? Euh, ah mince, c'était pas celui-là que je voulais. Voilà. Comment ça s'explique? Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous taillez un arbre, il a des réserves en lui qui ces réserves-là qui sont, enfin je veux dire là, c'est la saison là où elles ressortent toutes là. Donc quand vous voyez les arbres là qui bourgeonnent, pour bourgeonner, ça veut dire qu'en fait il est en train de dépenser de l'énergie, il dépense des sucres pour faire gonfler le bourgeon et commencer à faire apparaître les fleurs, à faire apparaître les feuilles, etc. Donc ça c'est de la consommation de sucre, mais le sucre il vient pas de nulle part, il vient de la photosynthèse. Mais comme il n'a pas de feuilles, puisque là on est au sortir de l'hiver, c'est de la photosynthèse de l'année dernière qu'il a mis en réserve. Donc il commence par en fait consommer ses réserves. Et c'est ça qui lui permet en fait de repartir à chaque printemps. Quand vous taillez un arbre, ou quand des chenilles viennent le manger, ou quand une girafe vient le manger, ou quand n'importe quoi vient le manger, donc, il a l'habitude en fait de perdre des feuilles. Donc, il a des mécanismes qui lui permettent justement de repartir et de faire ressortir des bourgeons qui vont lui permettre de renouveler en fait bah, son stock de panneaux solaires. Et s'il a des réserves, il va pouvoir sortir ces bourgeons, des nouveaux bourgeons qui vont pouvoir refaire du rameau, refaire de la feuille. Et puis, s'il n'a pas de réserve, ce sera fini. Parce qu'en fait, à partir de là, il ne pourra plus rien sortir. Et puis, comme il ne pourra plus rien rentrer non plus en sucre, puisqu'il n'aura plus de quoi faire de photosynthèse, c'est terminé. Il, il sera mort. Donc, si vous taillez beaucoup trop un arbre, en fait, vous allez sur quelque chose qui va gentiment péricliter. Vous accélérez en fait son vieillissement.
Et une taille inappropriée, ben, voilà, donc ça peut faire donc perdre un arbre. Et puis en plus, vous avez aussi tous ces bourgeons qui repartent. Et si la section de coupe est beaucoup trop grosse, et ben à ce moment-là, vous avez des pourritures qui rentrent par cette section de coupe. Et je veux dire, pendant qu'il est en train de grossir d'un côté, ça se pourrit de l'autre et vous avez des phénomènes de cassure. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas bien de tailler des arbres, et pourtant on fait les trognes, des têtes de chat et des choses comme ça. Alors en fait, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On coupe les, les rameaux assez jeunes, le phénomène de repousse, comme je viens de l'expliquer, se fait. On attend quelques années, ça reprend encore un petit peu. On attend encore jusqu'au bout, on attend 3 4 ans, et on revient en fait à l'état initial. Mais pendant ce temps-là, je veux dire, on a réussi à accumuler 3 ou 4 ans de réserve dans les têtes de chat, ce qui permet en fait de repartir. Et, et là, c'est quelque chose que vous pouvez entretenir, et donc ça vous permet d'avoir un arbre qui reste à gabarit à peu près constant. Euh, c'est pas très joli la première année. La deuxième année, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. La troisième année, c'est très bien. Et puis après, oui, il faut recommencer. Voilà ici ce qui se passe en fait donc dans un arbre bas qu'on taille, suivant en fait ce que je vous disais tout à l'heure là sur les réserves qu'il a ou pas. Celui-là ici à gauche, plein de réserves, on lui a coupé la tête et vous avez vu le nombre de rejets qu'il est capable de faire et donc il va repartir. Simplement, après, je veux dire, là où il avait une seule tête, après, il va y en avoir 10 ou 15. Et sur les 10 ou 15, il y en a forcément, on va dire, les trois quarts qui vont finir par tomber parce qu'elles ne pourront pas après rester toutes ensemble au-dessus de l'arbre. Donc, si c'est du platane, ça tombera relativement tôt et ça se verra pas, ça fera des branches mortes. Si c'est des tilleuls, on en verra tout à l'heure, ça pourra faire des tilleuls argentés notamment, ça pourra faire des trucs qui peuvent être un petit peu plus problématiques. Voilà. Celui-ci qui a subi le même sort, en fait, on s'aperçoit que là, il y a des décollements d'écorce et puis que finalement, ça fonctionne pas et que globalement, il a fait ce qu'il a pu. Et celui-ci, c'est encore pire, il a fait trois bouts de trucs, mais en fait, je vais dire, c'est tout fini. Donc en fait, c'est pas la taille qui donne, j'insiste bien là-dessus, c'est pas la taille qui va donner de la vigueur, qui va dynamiser, qui va faire quoi que ce soit, c'est plutôt l'état de santé de mon arbre avant la taille qui va lui permettre de repartir ou non après la taille. Voilà, donc ce qu'on a vu aussi sur les différentes trognes, effectivement, quand on est sur des sections inférieures à 10 centimètres, comme ici sur la photo de droite, je vais dire ça va fonctionner à peu près bien, c'est-à-dire que ça va pouvoir repartir. Par contre, quand on est sur des coupes comme ça qui mettent vraiment trop de grosses sections de bois à nu, ça ne faut pas faire parce que c'est là-dessus en fait qu'on aura plus de problèmes à la sortie. Voilà, donc finalement, tailler ou pas tailler, il y a quelque part, ça dépend du contexte et ça dépend des contraintes. Il y a des moments on peut tailler, soit pour des formes architecturées, soit parce que c'est nécessaire à cause des voisins, à cause des façades, à cause des réseaux, à cause des camions. Et puis, il y a des endroits où finalement, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas nécessaire de tailler, quoi. Voilà. Je vous mets là, par exemple, ici, c'est une succession de vues Google Street du même endroit. Voilà. Où vous voyez donc ces arbres qui sont régulièrement taillés. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont taillés. Il n'y a aucun enjeu, mais donc ils sont taillés régulièrement. Voilà, ici un autre exemple, en fait, là ici, donc des arbres là qui finalement au début étaient taillés, puis qui finalement sont laissés après en port libre. Voilà, Google Street nous aide comme ça à faire des films.
Et donc, un arbre, est-ce que ça se taille, est-ce que ça se taille pas? Et bien, en tout cas, de toute façon, tailler des arbres, ça coûte cher. Si on le laisse en port libre, ça coûte rien. Si on le taille, ça peut coûter relativement cher. Donc, ça rentre aussi dans la balance, je pense, quand on prend des décisions. Alors, est-ce que c'est toujours possible ou pas à partir d'arbres régulièrement taillés, de revenir vers des ports semi-libres? Euh, Là, en l'occurrence, sur cette photo, vous voyez qu'il y a de la ligne électrique au-dessus qui, de toute façon, empêche, là, pour les deux de gauche, de revenir à un port en semi-libre. Donc après, ça fait un truc bizarre aussi sur le parking. Voilà, donc c'est compliqué, on n'y arrive pas toujours. Et j'allais dire, finalement, sur la photo de gauche, là, vous voyez, c'est des platanes qui étaient taillées puis qui après sont revenus en fait sur un port semi-libre. Et vous voyez qu'au bout de chaque ancienne tête de chat, vous avez à peu près plus que deux ou trois branches qui repartent, deux ou trois rejets, et c'est tout. Mais quand vous avez une taille qui est plus récente, vous voyez qu'avant d'arriver à deux ou trois, on était plutôt, comme tout à l'heure, hein, on voyait entre 5, 10, voire plus rejets. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une sélection qui s'est faite toute seule ou éventuellement assistée. Ça reste possible, mais quand on est sur des trucs qui sont pas trop âgés, qui sont pas trop abîmés en fait à ces endroits-là. Parce que si c'est déjà abîmé ici, puis qu'on laisse reprendre du poids après ici, il y aura comme toujours un peu la suspicion que ça se passe mal. Et finalement, peut-être que de tenir un arbre un petit peu abîmé en trogne, courte, finalement, on arrivera à le tenir une bonne vingtaine d'années, voire plus, alors que si on le laisse repartir, on aura peut-être peur d'ici une dizaine d'années, puis finalement, en fait, on coupera parce que on considérera que non, ça le fait pas, que c'est trop dangereux et que si et que ça. Et donc, voilà, on peut se poser la question en fait en fonction, j'allais dire, de l'état de l'arbre actuel avant de le laisser repartir. Il faut pas être dogmatique là-dessus. Voilà. Et puis, oui, donc ça dépend aussi, surtout aussi de la vigueur de l'arbre en question. Euh, voilà, s'il a déjà un petit peu perdu de la vigueur en fait en cime, le fait de le laisser repartir en port libre, euh, ça ne donnera pas grand-chose non plus. Là, ici, on est sur des platanes, là, ici, qui avaient été traités, qui avaient été réduits, traités certainement en tête de chat, puis laissés repartis. Et finalement, voilà, ça fait des arbres qui sont magnifiques, on va dire, quelques décennies plus tard. Mais c'est pas toujours évident. Ce que je vous disais là tout à l'heure, là, ici, c'est un exemple avec des tilleuls argentés. Vous voyez que tous les rejets sont encore très présents. Et du coup, ça fait quand même du monde sur un petit tronc qui, en plus, s'abîme plus ou moins. Donc là, ça devient quelque chose qui est, on va dire, très difficilement gérable. Et ce que je vous disais, c'est que finalement, les rejets finissent toujours par tomber plus ou moins tôt. Et le problème avec notamment les tilleuls argentés, mais d'autres essences aussi, c'est que c'est quand même plutôt tard que tôt qui peuvent tomber. Et à ce moment-là, ça peut quand même faire du mal le jour où ça tombe. Le platane, il les perd assez rapidement. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de plantation et notamment donc sur des points essentiels. Euh, Choix d'essence, gabarit et forme adaptée. Là, c'est des portes ouvertes, mais en fait, on s'aperçoit que dans les conceptions d'espaces verts, c'est quand même pas toujours, euh, pas toujours bien adapté. Là, il y a encore pas longtemps, j'ai vu sur un lotissement des parcelles qui faisaient à peu près 400 mètres carrés avec la maison au milieu et en fait, comme plantation d'arbres, des eucalyptus. Dans 4 ans, les machins, ils vont faire 10 mètres de haut, et puis dans 10 ans, ils vont faire 15-20 mètres, et puis ça fera en fait des problématiques de voisinage, parce qu'en fait, les parcelles sont trop petites. Voilà, donc il faut quand même toujours réfléchir un petit peu. Euh,
Pensez de plus en plus aussi aux problématiques de risques allergènes. Alors, la fosse de plantation, terre végétale, terre-pierre. Donc, la terre-pierre, ça peut être intéressant, notamment si vous êtes sur des endroits où il va y avoir en fait un usage, notamment de véhicules ou de choses un petit peu lourdes. Et la terre-pierre permet en fait de créer des conditions de sol qui vont protéger les racines et le développement racinaire. Simplement, vu que la terre-pierre, c'est 2 tiers de cailloux pour 1 tiers de terre, eh ben, il ne faut pas oublier de multiplier la fosse de plantation par 3, sachant qu'on les fait déjà toujours trop petites. La multiplier par 3, voilà, il ne faut pas, vraiment pas l'oublier. Et après, en fait, il faut peut-être rentrer dans des notions de fosse continue, qui peuvent être aussi plus intéressantes. Et puis, quand on a planté les arbres, ça suffit pas. Il faut, je veux dire, après, derrière, en prendre un minimum de soin, ne pas oublier qu'on les a plantés, ne pas passer le rotofil juste à côté et voulant faire absolument propre juste à côté. Le nombre de, le nombre de jeunes plants qu'on voit qui ont ces plaies de rotophile, mais je veux dire, il faut absolument lutter contre. Ça fait des années et des années que tous les professionnels le disent, et ça fait des années et des années qu'en fait, on observe toujours les mêmes choses. Voilà, donc ça, c'est dommage parce que ça coûte cher quand même de planter un arbre, hein. C'est à peu près l'ordre de grandeur, hein, une fois de 2000, de 2000 euros, hein, quand on a fait le trou, quand on a bien choisi son arbre, quand on a mis les protections, les tuteurs et tutti quanti. Voilà, on peut arriver là-dessus. Et c'est quand même dommage, je veux dire, après, derrière, dans des cadres d'entretien, de ne pas faire suffisamment attention pour voilà. Oublier les tuteurs aussi, ça c'est un classique, avec du coup les arbres qui se retrouvent pris dedans après. Voilà, et puis donc le soin après des pieds d'arbres. Un petit, donc voilà, quand on est sur des zones très fréquentées, on se retrouve en fait avec des racines qui sont mis à nu. Voilà, donc là on est sur des choses qui protègent un petit peu mieux. Là, des trucs qui servent à rien, là, toutes ces dalles un petit peu, ça sert peut-être à limiter les déjections canines. Ça, ça donne pas trop, peut-être pas trop envie aux chiens d'aller plus là qu'ailleurs. Voilà. Mais par contre, voilà, là, ici, on a toujours aussi ces systèmes où les arbres poussent en fait dans des milieux très contraints et il faut quand même qu'ils installent leurs racines. Et donc, si ça peut pas rentrer un petit peu en profondeur, même si j'ai dit qu'il y avait des racines traçantes, là, elles sont juste sous l'enrobé, tout simplement parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à s'enfoncer plus bas parce que dessous, c'est beaucoup trop tassé. Voilà, donc laisser de l'espace en fait je vais dire, pour que l'arbre puisse développer ses racines. Voilà, donc on revient aux fameuses fosses terre-pierre. Et la fameuse résilience. Donc là, ce qui est important, qu'on vient aussi dans les nouvelles plantations, il faut sortir maintenant des alignements monospécifiques. Voilà, là ici, vous avez une représentation du canal du Midi, le problématique du chancre coloré qui vient sur le platane. Une seule essence, un seul parasite et c'est open bar et tout l'alignement suit. Donc il faut favoriser aussi la diversité génétique, éviter aussi tout ce qui est clone. Quand on vous vend une variété en vous disant elle résiste à telle maladie, c'est vrai au jour J, mais quand la maladie a évolué, c'est peut-être moins vrai le lendemain. Et comme c'est un clone, eh ben, à partir du moment où en fait la maladie réussit en fait à forcer l'ADN, eh ben, c'est tout l'alignement qui y passe. Diversifier les structures aussi, c'est important. Ça met un petit peu plus aussi, enfin, c'est très positif aussi pour tout ce qui est biodiversité. Et puis, voilà, il faut aussi améliorer les sols.
Alors, améliorer les sols, c'est tout simplement peut-être, je vais dire, éviter là où on peut s'en passer, de tondre 10 à 12 fois par an. Un ou deux fauchages par an peut des fois amplement suffire sur des espaces verts et c'est positif pour tout ce qui est biodiversité. Pardon, c'est positif aussi pour tout ce qui est racines, parce que ça évite les tassements, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a planté les arbres, si on peut ne pas leur trancher les racines, c'est toujours aussi positif. Un petit mot sur le lierre, parce que ça, c'est une question qui est souvent posée. Est-ce que le lierre est néfaste ou pas pour les arbres? Est-ce qu'il les étouffe ou pas? Eh bien, la réponse, c'est qu'il ne les étouffe pas. Là, vous voyez ici, sur un tronc là qui a été coupé, vous voyez donc des bouts de lierre là qui sont là, et vous voyez qu'en fait ça n'a pas empêché l'arbre de pousser. Vous n'avez pas des renfoncements là ici dans les cernes de l'arbre. Donc en fait l'arbre arrive à bien pousser avec son lierre. Et puis vous voyez surtout la façon qu'il a de grimper en fait le long de l'arbre. C'est d'abord une tige verticale et puis qui met en fait différentes diverticules le long du tronc. Et s'il arrive à bien grimper autour de l'arbre, c'est parce que derrière ça se ressoude. Et si derrière ça se ressoude, ça veut dire que l'arbre ne pousse pas très vite parce que sinon, ça n'aurait pas le temps de se souder. Donc en fait, le lierre monte bien dans les arbres qui sont déjà moins vigoureux. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il étouffe les arbres parce qu'en fait, le lierre monte bien dans les arbres qui sont déjà affaiblis. Donc c'est pas le lierre qui affaiblit les arbres, c'est les arbres affaiblis qui permettent au lierre de grimper. Voilà. Donc quand on a remis cette logique-là en route, eh ben, ça permet de mieux comprendre le phénomène. Les naturalistes savent que ce sont parmi les dernières fleurs mellifères d'automne, donc elles sont très positives. Et puis surtout, en fait, quand vous regardez le lierre, il n'empêche pas du tout la photosynthèse de l'arbre, puisqu'en fait, il est essentiellement sur le tronc, les charpentières, et que l'arbre, lui, il a ses feuilles qui sont au bout des branches. Donc en fait, ça cohabite très bien tout seul. Et par contre, si vous avez un très vieux lierre sur un arbre à écorce fine, surtout ne l'enlevez pas parce que ça fait 20 ou 30 ans que l'écorce n'a pas vu le soleil. Et si vous lui enlevez son lierre d'un seul coup, l'été d'après, s'il fait un petit peu chaud, ça va faire bizarre. Vous allez avoir tout simplement ce qu'on appelle des échaudures et que chez nous, ça s'appelle des coups de soleil. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'écorce qui crame parce qu'elle n'est pas préparée à avoir un coup de soleil. Donc en fait, dessous, ça va juste cramer les vaisseaux qui font monter la sève ou qui la font descendre, enfin bon, qui font circuler la sève. Et faut-il planter des arbres ou des écosystèmes? Ça, c'est marrant parce que c'est pris en fait, c'est l'un en face de l'autre. Dans un cas, ils ont planté des arbres, dans l'autre cas, ils ont planté justement ces petites structures plus végétalisées. Et il se trouve que là, c'est des ginkgos. Et bizarrement, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont en écosystème. Comme quoi. Voilà, c'était ça pour conclure un petit peu. S'il y a des élus parmi vous, il y en a certains qui doivent peut-être se sentir concernés. Merci Lionel. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai essayé de tenir le timing. On est dans les temps. Vous êtes peu nombreux, profitez-en. Je vous ai tous endormis. Non, pas du tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous avez des listes d'arbres, d'espèces qu'il faudrait planter en fonction des lieux et à la fois pour améliorer la biodiversité, mais aussi je dirais, pour se préparer à avoir des espèces prêtes au changement climatique pour les 30 prochaines années? Quelque chose qui est une cartographie, on va dire, des différentes espèces qu'il faudrait planter en fonction des endroits ou des choses comme ça. Vous avez un petit Alors, guide comme ça donc, dans le cadre de la charte de l'arbre, il y a eu une palette végétale qui est sortie.
Donc il y a déjà des éléments qui existent là-dessus. Alors là où il faut être prudent, euh, je pense qu'il faut, avant de commencer en fait à réfléchir à quelle essence est adaptée, il faut peut-être déjà réfléchir à quel sol on donne aux arbres qu'on veut replanter. Je pense que c'est beaucoup plus important. Après, donc c'est ça, donc diversifier les essences. On va aller chercher. Alors nous à Saint-Étienne, j'allais dire, ou enfin sur la région stéphanoise, on a un petit peu de chance parce que on est un petit peu haut en altitude et puis on est, j'allais dire, climatiquement un peu en retard par rapport à Lyon. Je sais que ça fait pas bien de dire que Saint-Étienne est en retard par rapport à Lyon, mais donc on peut déjà s'inspirer de ce qui se passe dans le Lyonnais, qu'est-ce qui fonctionne dans le Lyonnais, pour après derrière avoir une meilleure bah, déjà des visions de ce qui se fait, de ce qui fonctionne là-bas, pour après dire finalement on peut le mettre chez nous aussi. Dans les essences d'arbres, on a aussi, je vais dire, ce qu'on appelle les démarches un petit peu de migration assistée. C'est-à-dire que vous avez des essences qui présentent un caractère méridional, qu'on va retrouver notamment sur toute la basse vallée du Rhône, et puis où on se dit, de toute façon, si le climat évolue, tôt ou tard, elles arriveront chez nous, donc peut-être qu'on peut les aider en fait à arriver chez nous. Typiquement, c'est le cas du micocoulier, par exemple, qu'on plante pas mal en ville, et et puis qui effectivement est naturellement présent dans la vallée du Rhône, même pas très loin d'ailleurs de Givors. Voilà. Et Alors, après, oui, je peux merci. vous inviter à regarder sur la palette végétale. Alors après, il y a ces notions de végétaux locaux. Alors il y a aussi qui c'est qui fait le nom? Je crois que c'est le qui, Serena qui a fait enfin, qui est en train de travailler sur justement ces palettes végétales. Donc ils ont fait un gros travail déjà, mais sur Metz. Ils ont fait aussi un gros travail sur l'Île-de-France. Et ils avaient aussi pour vocation de généraliser ça un petit peu partout en France. Donc là, il y a quelque chose qui est en cours, qui aurait dû sortir l'année dernière, mais qui est toujours pas fini de sortir. Je voulais en Merci profiter beaucoup. je rebondis sur votre question pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a nous en magasin à Saint-Étienne Métropole. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ma fenêtre là. Normalement, on arrive sur le fameux site engagé pour la nature.saint-étienne-métropole.fr. Je ne sais pas si on le voit bien. Si, ça se voit. Ouais. Donc là, c'est la page d'accueil. Donc vous retrouvez notamment les liens vers les précédents webinaires. Et du coup, là, pour ce qui nous intéresse, donc c'est tout ce qui est rangé dans les ressources pour agir. Donc cet onglet-là. Et donc dans ces ressources, on retrouve notamment ce qu'on appelle la boîte à outils de la stratégie biodiversité, où il y a le descriptif, la brochure qui concerne la stratégie dans son ensemble, mais on retrouve aussi certains des documents qui sont présents dans la mallette, notamment la charte de l'arbre qui est déclinée en deux versions, une plutôt générale et une plus technique, vraiment pour les gestionnaires d'espaces verts. Et dans les outils qui peuvent nous intéresser, il y a aussi ce fameux référentiel végétal qui a été fait donc pour les arbres, mais aussi pour d'autres strates, que ce soit strates arbustives ou strates herbacées, des végétaux plus bas, et qui regroupent justement des espèces qui sont adaptées à notre territoire. Et il y a des choix qui peuvent être faits sur différents critères. Si je vous montre rapidement, hop, ce qu'on va retrouver, il va y avoir prise en compte du caractère allergène, prise en compte de la floraison. Est-ce que c'est plutôt favorable à la biodiversité, que ce soit pollinisateur ou plutôt oiseaux, est-ce que ça peut servir d'abri, etc. Et il y a notamment le label végétal local aussi qui peut nous intéresser ici, qui va permettre de s'assurer de la provenance et de la pertinence du choix de l'essence pour notre territoire. Mais c'est vrai qu'il faut de toute façon se montrer imaginatif
Voilà, et ne pas hésiter à faire. On est encore vraiment tous en phase test parce que on n'a aucune idée en fait de réellement quels vont être les impacts climatiques. Quand on regarde la pluviométrie au cours des 10 dernières années, à l'exception de l'année passée, on était en fait globalement sur une baisse un petit peu continue de la pluviométrie, avec un petit peu des hauts et des bas, mais globalement une descente en moyenne. Donc en fait, où on était ici enfin à Saint-Étienne autour de 800 millimètres et gentiment on est descendu vers 700, voire un petit peu moins en fait millimètres annuels. Et ça devient très compliqué en fait d'avoir des arbres, on va dire, en dessous de 600 millimètres, sachant qu'en plus la période estivale là était très très pauvre, hein, puisqu'on avait même des mois quasiment à zéro. Et bon, 2024 a fait remonter complètement la moyenne, mais n'empêche que pendant 10 ans, les arbres ont, enfin je veux dire, toute la végétation a un petit peu tiré la langue par manque d'eau. Donc en fait, même quand on va se référer on va dire à la moyenne des 10 dernières années, 2024 sera très fort et va faire remonter en fait la moyenne, mais ne sera pas, on aura même en termes de normes, ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on va avoir des à-coups, on risque d'avoir des à-coups et avoir en fait donc du coup une végétation qui va subir en fait ces périodes, on va dire, de sécheresse peut-être un petit peu longues et successives, et puis après d'aller retrouver peut-être un petit peu d'air avant de peut-être de replonger à nouveau vers des périodes de sécheresse. Donc c'est ça qui est compliqué. On est aussi une interface climatique où on a encore des gels hivernaux qui sont assez importants. Et donc qui peuvent être bloquants pour certaines essences, on va dire, trop méditerranéennes. Et puis, euh, et puis inversement, on va avoir aussi peut-être enfin, bon, trop de pluviométrie, ça, c'est généralement moins impactant que trop de sécheresse ou trop de gel. Voilà, ça répond bien à la question. Ouais, ça répond très bien à la question. Ouais. Bon. En fait, je réfléchis aussi, je comprends bien en fait, à une stratégie à la fois d'hydrologie et enfin, on va dire d'évacuation des eaux de pluie qui est aujourd'hui faite par les villes pour les intégrer éventuellement dans des endroits où enfin, je me dis, il y a peut-être un travail aussi à faire sur la compréhension de comment gérer l'eau de ville et les ruissellements pour aller Oui, vers des endroits où on met des arbres, parce que comme ça, oui, il y on capte, a, même s'il n'y a pas beaucoup de millimètres tombés au mètre carré, oui, il y a des mètres carrés aujourd'hui qui sont artificialisés, qui pourraient être récupérés pour mettre dans des endroits où c'est végétalisé, en fait. Et dans ces cas-là, on compense les endroits végétalisés. Eux, ils voient, entre guillemets, une pluviométrie qui est plus élevée que la pluviométrie moyenne de la oui, zone, quoi. tout à fait. Et par contre, en ayant malgré tout aussi, en faisant attention à la provenance de l'eau en question, parce que si c'est de l'eau de ruissellement, j'allais dire des chaussées, on pourrait dire ça fonctionnerait bien, sauf en hiver quand on sale. Il ne faudra pas faire des pièges à sel. Effectivement. Voilà. Mais par Effectivement. contre, sur de la récupération d'eau pluviale, des toits, des bâtiments et tout, c'est vrai que on peut se dire que c'est peut-être un petit peu con de foutre tout ça dans des égouts qui vont vite partir en fait, euh, qui vont vite partir dans la Loire et puis éventuellement aller inonder Nantes. Ouais. Voilà, mais ça fait partie aussi, oui, des réflexions qu'il faut avoir, surtout voilà, sur le travail de sol, c'est-à-dire voilà, essayer d'avoir des sols préservés, ce qui permet aussi, j'allais dire, d'avoir en fait des arbres qui fonctionnent mieux.
Et ça, je vais dire, ça reste malgré tout un élément aussi essentiel. Et dans les dépérissements d'arbres qu'on a, il y a le réchauffement, mais je ne pense pas que le réchauffement soit responsable à 100% des dépérissements qu'on observe. Je pense que l'activité humaine, indépendamment du réchauffement, y est pour largement majoritaire. Donc on a aussi des marges de manœuvre aussi sur les soins apportés en fait à l'environnement immédiat des arbres pour aussi arriver à les préserver. Parce que comme je disais, en ville, en fait, on a déjà, climatiquement, on est déjà à peu près 2-3 degrés au-dessus, j'allais dire, de la normale qui correspond en fait à l'environnement juste autour de la ville. Donc, si on peut, j'allais dire, déjà soigner un petit peu cet aspect-là, et ben finalement, on va aussi réussir à temporiser. Je veux dire, même si ça monte un petit peu autour, si on peut arriver à faire diminuer en ville, l'un dans l'autre, ça fonctionnera peut-être de manière un petit peu plus tempérée. Hmm. Merci beaucoup. Super. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Merci en tout cas pour la présentation. Est-ce que vous nous enverrez les slides? C'est possible ça? Alors on fera une petite news nous sur le site, comme on l'a pu le faire pour les précédents webinaires. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion d'y revenir dessus. Donc on va le faire pareil. Et normalement, si le diapo, il y a une seule fois où le diapo était très lourd, donc on n'a pas vraiment pu le joindre à la news, mais sinon en général on les met. Donc pas de souci, vous pourrez retrouver et la vidéo et le support sans souci. Très bien, mais merci beaucoup. Très bonne Merci journée. à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement? Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? En vous remerciant de votre participation. Merci. En espérant que ça a répondu aux attentes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.